Sujet qu'on connaît parfaitement avec Nathaniel, c'est avant tout un sujet français, donc il faut que je le repositionne, même si le traitement va être après israélien et fiscal, et donc c'est à ce niveau-là que Nathaniel va pouvoir développer tous les éléments. Donc le sujet dont on parle est extrêmement important parce que on a aujourd'hui quand même une alia relativement importante vers Israël, malgré les événements. Et on a quand même typiquement avec Nathanaël des personnes qui vont en Israël mais qui continuent à avoir des actifs français et des revenus de sources françaises. Donc on va dire que typiquement les personnes qui apparaissent par rapport à ça, ce sont pas les retraités, c'est ce qu'on appelle l'entrepreneur qui a une entreprise en France et qui continue et qui va garder cette structure. Alors pourquoi nous, on est amené à se poser cette question? Le cheminement avec Nathanaël, il a été un peu long au départ parce que c'est toujours problématique de conserver une société dans un pays où on ne réside pas. D'abord, et c'est pas le sujet d'aujourd'hui, ça signifie que souvent les personnes vont être redevables et doivent déclarer l'exit tax. C'est la première des choses. Et puis, l'autre élément était que jusqu'en 2020, la jurisprudence française et la pratique des tribunaux faisaient que ils ne reconnaissaient pas l'alia comme pouvant permettre l'application de la convention fiscale. Alors, quand je dis ça, j'ai rien expliqué et tout le monde se dit, mais de quoi il parle? Tout simplement, si on ne bénéficie pas d'une convention fiscale, typiquement celle entre la France et Israël, qui est une convention où on va se répartir l'imposition entre les deux pays, ça veut dire qu'on va être imposé selon le droit français et le droit israélien. Et donc, on va se retrouver en conflit avec un certain nombre de risques. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce point est résolu. Je rentrerai pas dans l'analyse de la jurisprudence. Ça intéresse que des fiscalistes. Et donc, on peut être chef d'entreprise en France et vivre en Israël. Maintenant, nous, on va avoir plusieurs problématiques. La première problématique, c'est que typiquement, lorsque nos clients viennent nous voir, que ce soit chez Nathanaël ou chez moi, ils se disent, je voudrais bien profiter d'avoir une fiscalité meilleure et plus douce. Alors, ce n'est pas automatique. Moi, j'ai un certain nombre de clients qui font leur alia et qui, dans certaines typologies, vont payer du fait de ce départ de France un impôt plus important. L'idée sur le chef d'entreprise, c'est que on va pouvoir adapter sa situation et donc on va avoir un certain nombre de préconisations en France pour avoir des économies plutôt notables et ne plus dépendre du droit français, mais dépendre de la convention fiscale entre les deux. Donc, le fait d'avoir une société française, vous me dites, mais j'ai pas abordé le point de savoir pourquoi j'ai une société israélienne. Pourquoi je vais avoir une société israélienne? Parce que en France, je ne pourrai aller chercher que du dividende. Tout ce qui sera pas dividende sera terriblement taxé. Mais donc j'ai besoin d'une société israélienne. Alors, Nathanaël, j'en parle tout de suite, mais je pense que tu vas en parler après. Quand je dis société, c'est pas une entreprise individuelle, Tout à fait. qui a un nom un peu particulier que tu peux nous redonner. 5 Mourchets. Voilà, ouais, je préfère ta prononciation. Donc, pourquoi je veux pas d'entreprise individuelle? Parce que la France, et moi j'ai un dossier qui me pose problème en ce moment entre la France et Israël, dit, votre client avant de partir, il était dirigeant de l'entreprise, et puis il se rémunérait plusieurs dizaines, milliers d'euros, peut-être des fois même beaucoup plus. Et puis aujourd'hui, il se rémunère très peu en dirigeant, et je vois qu'il se rémunère à titre personnel en facturant la société. Donc j'ai besoin de mettre un écran d'une personne morale. Et le dossier dont je vous parle, il se trouve que moi, le client, il est venu me voir après être parti, et il avait déjà mis ça en œuvre. Et pour autant, Nathaniel, tu le sais, parce qu'à chaque fois, je dis, attention, moi, je veux une société, ne commencez pas à me parler pour une économie de quelques centaines d'euros de faire une entreprise individuelle.
Cette entreprise d'individu, cette société va facturer des prestations techniques avec des conditions, c'est que ces prestations techniques sont dissociables du poste de mandataire social en France. Donc là, c'est légal. Alors, je vais laisser parler Nathanaël et je reprendrai au moment où on parlera du contrat et ce qu'on met dans le contrat. Euh, je veux juste vous préciser pourquoi ces sujets-là sont extrêmement importants. Parce que moi, j'ai quand même récupéré, j'ai aujourd'hui un dossier qui est au pénal en France. Pourquoi? Parce que quand j'arrive, alors là, effectivement, mon client a collectionné plusieurs choses. Quand j'arrive, mon client, je rends compte qu'il vit en Israël, mais il l'a jamais dit à l'administration fiscale française. Donc il a fallu que je leur explique qu'il avait un contrat qui tenait pas la route et que donc, sur des prestations de services où il absorbait près de 70% du chiffre d'affaires, il y a aussi une cohérence à avoir. Il a vidé la boîte de ses revenus et donc aujourd'hui, non seulement l'administration fiscale lui dit je vous redresse et on dépasse aujourd'hui sur 3 années le million d'euros, mais surtout elle est revenue en deuxième semaine pour lui dire je vous redresse et je vous poursuis pour Ok. fraude fiscale et c'est du pénal. Donc ce dont on parle aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qu'on voit pas obligatoirement dans toutes les boîtes dans les dossiers qu'on gère avec Nathanaël, mais que gère aussi, et ce sujet, je le vois pas uniquement en Israël, hein, c'est des sujets qu'on voit chez beaucoup de nos clients à travers le monde, mais ça a vraiment un impact, important. Il faut faire très, très attention à ça. Vas-y, maintenant que je t'ai savonné Ok. la planche, tu vas expliquer comment. Maintenant que ça glisse bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, alors déjà, bonjour à tous. Nathaniel Drey, expert comptable et fiscaliste donc sur la partie israélienne. Le sujet d'aujourd'hui, comme l'a expliqué Georges, c'est effectivement l'importance d'avoir une société en Israël lorsqu'on fait sa alia. Et je rentre tout de suite dans le vif du sujet puisque la planche est déjà bien savonnée. Effectivement, les autorités fiscales israéliennes, tout comme les autorités fiscales françaises, souhaitent, entre guillemets, avoir une répartition équitable du gâteau, c'est-à-dire de la valeur ajoutée qui est créée par l'entrepreneur. Donc, principalement, le sujet d'aujourd'hui s'adresse aux personnes qui ont une société existante et une activité existante avec la France et qui souhaitent donc venir s'installer en Israël. Comme l'a si bien dit Georges, il y a une très grosse alia qui est venue et puis il y a une encore plus grosse alia qui se prépare sur juillet 2025. Je vous dis ça simplement par le nombre de consultations que l'on fait au cabinet pour préparer sereinement l'alia. Et là, on s'aide énormément avec Georges où effectivement on va planifier ces éléments-là. Pourquoi c'est important de la partie sur la partie israélienne? C'est parce que effectivement on sait tous qu'en Israël, pendant les 10 premières années, en tout cas jusqu'au 1er janvier 2026, et la loi changera, j'en parlerai très rapidement tout à l'heure, mais on sait tous que pendant les 10 premières années, on est exonéré sur les revenus générés à l'étranger ou bien sur les revenus passifs. Et c'est là tout le sujet. C'est-à-dire qu'une personne qui a une société, on va prendre une SAS classique, une société d'exploitation française, qui va décider de partir de France et qui va passer sous forme de rémunération aux dividendes parce que c'est plus intéressant, il va payer que 12,8, etc. Même si là, au niveau des chiffres, c'est pas toujours plus intéressant de se payer en dividende en France, mais peu importe. Ces personnes-là, en fait, sont dans une sorte de fraude fiscale en Israël parce qu'ils vont passer la majorité de leur temps en Israël. Ils répondent aux critères de résidents fiscaux israéliens. Ils travaillent depuis Israël. Alors, il y a toute forme de travail que l'on peut imaginer. Il va gérer ses équipes, il va relancer ses clients, il va relancer ses fournisseurs, il va piloter son entreprise. Euh, le Covid nous a tous appris à travailler un petit peu à distance. La preuve, on est réunis aujourd'hui sur une plateforme. Et effectivement, aujourd'hui, beaucoup de travaux peuvent être réalisés à distance. Ce qui amène les impôts israéliens à dire que lorsqu'il y a une valeur ajoutée qui est générée par un dirigeant, cette valeur ajoutée doit être imposée en Israël, même pendant les 10 premières années de l'ALIA. Ensuite, quelle est la valeur que l'on va déclarer en Israël, quelle est la valeur que l'on va déclarer en France, ça, c'est ce que Georges va nous expliquer par la suite, c'est toute l'importance du contrat de prestation qui va venir réglementer et réguler et dicter l'ordre de facturation entre les deux structures. Et c'est très important de comprendre qu'à partir du moment où vous êtes établi en Israël et que vous continuez votre activité commerciale par la société existante ou même que vous êtes consultant pour une société extérieure, peu importe le lieu
où se trouve votre client peut être également votre société française, on a compris, peu importe où se trouve donc votre client qui va vous payer vos prestations, eh bien, on va regarder le lieu de génération, le lieu de production de la valeur ajoutée. Et c'est pourquoi il est nécessaire de créer une société en Israël qui va venir facturer des prestations de services ou bien un mandat de présidence. Et ça va être Georges qui va reprendre la main tout de suite. Tu es en mute, Georges. J'avais des bruits des travaux. Non, tu voulais pas expliquer d'abord avant la typologie de création de structure et l'imposition en Israël? Alors, tout à fait. On peut le faire tout de suite également. Parce que c'est le niveau 1 de l'analyse qui est quand même important pour comprendre de Alors, quoi on parle. C'est pour ça que c'est je... très simple en Israël. L'avantage, c'est qu'on n'a pas 36 sortes de sociétés. On en a grossièrement, pour vraiment grossir le trait, deux. Il y a l'entreprise individuelle, donc qui s'appelle Osek Mourché, qui s'ouvre avec un numéro de Teudat Zehut. Donc, c'est vraiment la personne physique. Il n'y a aucune séparation morale. Même le compte bancaire, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un compte bancaire dédié d'un point de vue vraiment technique. Je le recommande pour ne pas mélanger les courses de Shabbat et la facturation de vos clients, mais ça après c'est vraiment une parenthèse. Donc on a soit le Osek Mourché, c'est l'entreprise individuelle qui va venir facturer des prestations de services. Ça convient parfaitement à un consultant qui n'a pas de liaison, on va dire capitalistique avec son client. Il ne peut pas maîtriser la relation ou en tout cas la facturation qu'il possède avec son client. Si vous travaillez en Israël pour IBM, par exemple, Monde, vous lui facturez, vous êtes consultant d'informatique, vous facturez vos prestations. Là-dessus, vous pouvez tout à fait être en sec marché. Après, il y a des niveaux, il y a des seuils à ne pas dépasser parce que sinon, fiscalement, c'est pas intéressant. Mais disons que ce premier type de structure va correspondre à un consultant qui facture des prestations à une entité qui n'est pas liée. OK? Le deuxième type d'entreprise, c'est ce qu'on appelle la Chevra Baham, donc c'est la société à responsabilité limitée. C'est un petit peu l'équivalent d'une SAS française, où là, on va avoir un impôt société qui est de 23% en Israël flat, donc linéaire, il n'y a pas plusieurs taux, il y a un seul taux, 23% sur le bénéfice. Et en cas de distribution de dividendes, on va payer 30% d'impôts supplémentaires. Je précise que là-dessus, on peut optimiser d'abord en distribuant un salaire jusqu'à hauteur de l'impôt sur le revenu, là où c'est intéressant, c'est entre 250 000 et 300 000 shekels bruts annuels. Et si vous percevez plus que cela, alors il vaut mieux passer sur une rémunération impôt société plus dividende. Voilà les deux types de structures qui vont nous intéresser. Et comme l'a dit tout à l'heure Georges, lorsque vous êtes dans une situation où vous êtes en train de facturer votre propre entité française, vous ne pouvez pas utiliser la structure du OSEC Mourché. C'est fortement déconseillé. Pas au niveau d'Israël. Pour Israël, entre guillemets, ça change pas la donne parce que vous devez facturer vos prestations et rendre imposable la valeur ajoutée que vous avez générée en Israël. Mais c'est principalement vis-à-vis de la France. On peut avoir un problème de rémunération sur la personne individuelle. Il y a on va dire une sorte de mix entre les deux structures. C'est un petit peu comme la SASU-LIR en France, c'est-à-dire qu'on a la possibilité en Israël, dans les 3 mois qui suivent la constitution d'une Chevra Ba'am, donc de la société à responsabilité limitée, d'opter pour une imposition à l'imposition personnelle, donc sur le revenu, et non pas à l'imposition société plus dividende. C'est intéressant dans certains cas, pas tout le temps, mais c'est une option que l'on peut choisir au départ, et on a la possibilité, une fois dans la vie de la société, de faire le changement, de passer de l'IR à l'IS pour l'année suivante. D'accord? Donc ça, c'est vraiment du cas par cas. Très souvent, on va opter pour cette structure, en tout cas les premières années, où généralement on va multiplier les allers-retours entre Israël et la France pour vraiment commencer à piloter et à mettre sur rail. Et puis souvent, au fur et à mesure des années, la présence à l'étranger est moins importante. Et donc, on peut basculer, ou en tout cas, on peut le recommander de basculer vers un plafonnement à l'imposition à 23%. Voilà un petit peu les typologies d'entreprises qui existent. Et je répète, à partir du moment où on génère des revenus actifs, c'est-à-dire que c'est du travail, d'accord, il suffit pas de se lever le matin et respirer pour gagner de l'argent. On a besoin de générer du travail et de la valeur ajoutée. À partir de ce moment-là, le gouvernement israélien est catégorique. Ça date depuis 2011. C'est ce qu'on appelle les revenus mixtes, qui sont donc à la fois générés en Israël et à l'étranger. On est dans l'obligation de créer une de ces deux structures et de déclarer sur l'une de ces deux structures la valeur ajoutée qui a été générée depuis Israël. Alors Ok. le côté, par définition, le côté israélien me concerne moins,
Mais il y a aussi, alors moi je vous connais pas, mais pour le Mm. coup, en Israël, je travaille quand même avec, par définition, c'est mes clients qui choisissent leur référent. Donc je vois un certain nombre de cabinets qui font la même analyse que Nathanaël, hein. Donc voilà. Mais maintenant, c'est pas mon sujet, puisque par définition, je définis que l'aspect français. Alors, par contre, où moi je suis pas d'accord. D'accord avec vous, c'est que le fisc français, pour que ça fonctionne, demande, et la notion d'établissement stable est quelque chose de très très rigoureux en France, je pense que vous le savez, et il demande d'avoir une vraie structure en face. Donc, une personne physique, c'est impossible. Il faut comprendre que ce sujet, moi je le vois, mes clients sont minoritairement en Israël, hein, puisque j'ai des clients dans le monde entier. On voit ces sujets partout, parce que c'est le sujet du chef d'entreprise. C'est encore beaucoup plus technique si on va sur des destinations, par exemple, comme Dubaï ou l'île Maurice, où aujourd'hui on a beaucoup de clients qui décident d'y aller. Donc, moi, j'ai juste besoin de respecter des règles françaises qui sont hyper importantes. On distingue bien, et ça c'est n'importe quel avocat fiscaliste ou expert comptable français vous l'expliquera, on ne peut pas rémunérer une prestation de mandataire social par un contrat sur le côté. Alors, on a des jurisprudences qui ont évolué ces derniers mois, mais moi j'ai besoin quoi? J'ai besoin qu'il y ait une vraie prestation technique. Ça veut dire que mon client qui est dirigeant, mais qui est aussi le directeur commercial ou qui s'occupe de l'approvisionnement et qui gère tous les fournisseurs, bah, c'est cette mission qu'on va mettre en avant. Lorsque mes clients me disent, oui, mais je prenais 300 000 euros ou 200 000 euros et maintenant je vais prendre la même chose, je leur dis, bah non, parce que moi, mon sujet est de comprendre, on a des comparables. C'est-à-dire qu'on doit dire combien une entreprise ou un sous-traitant français aurait payé pour ça. Donc, je peux, généralement, on va arriver à un montant de 4 000, 5 000 euros par mois, 6 000, mais vraiment, ça va dépendre de la taille et de la mission. Et puis surtout, il va falloir que moi, on me prouve la réalisation de la mission. Euh, le fiscaliste, il ne croit que ce qu'il voit. Donc, m'expliquer que je fais du chiffre d'affaires sans avoir de mail, sans avoir de courrier. Alors, en Israël, ça existe sûrement. En France, ça fait quand même doucement rigoler. Donc, moi, mes clients que j'ai la chance de pouvoir sélectionner connaissent ma rigueur et nous, on le vérifie, cet élément. J'ai jamais eu de problème sur mes clients que j'ai fait partir, d'ailleurs, que ce soit en Israël ou dans le reste du monde, sur cette typologie de contrat. Alors, il y a un autre élément quand même qu'il faut voir pourquoi nous, côté français, on aime bien et on a besoin d'avoir une structure comme celle-ci. Parce que, au regard du droit conventionnel, on joue principalement sur le fait que la personne n'ait pas de foyer d'habitation en France pour pouvoir remplir la condition de la résidence fiscale. Sauf que avant les jurisprudences de la Cour administrative d'appel de Toulouse, c'était pas toujours possible et non suffisant. Et donc, moi, j'ai besoin que mes clients en Israël payent une imposition sur une activité réalisée en Israël, même si elle est destinée par le biais de cette structure à être, on va dire, de l'export de services. Donc, moi, dans mon équilibre et de la sécurisation de la résidence fiscale, j'exige, alors pas sur tous les clients, hein, mais sur des typologies de clients particuliers, d'avoir cela. Et donc, nous, on va très loin puisque avec Nathaniel, moi, j'exige, par exemple, de vérifier l'intitulé des facturations Mhm. et le contrat, c'est même exclusivement mon cabinet qui le rédige. Après, on le fait valider par Nathaniel ou par d'autres personnes pour voir comment ça fonctionne. Donc, oui, il est important d'avoir le cas échéant
Et ça, c'est plutôt le fiscaliste qui va vous répondre, hein, que ce soit des confrères ou moi-même, d'avoir une structure dans le pays de destination lorsqu'on conserve une activité en France. Alors, quand je dis conserver une activité, c'est si vous avez uniquement une holding qui vient de vendre sa participation, il n'y a que du cash, je dirais ça m'intéresse quand même beaucoup moins. Moi, j'ai besoin qu'il y ait en dessous soit une structure qui fonctionne, qui soit en cours de fonctionnement, mais voilà, il me faut de la matière. Je peux pas facturer par une structure israélienne ou d'un autre pays des prestations sur un simple compte bancaire ou pour faire du placement. Donc voilà, moi, sur les éléments côté français pour répondre. Alors, je sais pas, Nathanaël, si tu avais d'autres choses à rajouter. Oui, c'est juste d'un point de vue après relativement technique que les gens sachent ce qui va se passer au 1er janvier 2026. Donc je précise qu'aujourd'hui, la loi des 10 ans permet de ne pas déclarer les revenus à l'étranger et évidemment de ne pas être imposé là-dessus. Évidemment, j'insiste sur la partie des revenus générés à l'étranger. Donc on est bien d'accord, ce que vous avez défini comme revenus générés à l'étranger pendant les 10 premières années de l'ALIA ou de l'installation fiscale en Israël, vous n'êtes pas obligé de les déclarer. À partir du 1er janvier 2026, toute personne qui va venir s'installer en Israël passer cette date, donc typiquement qui va faire son alia passer cette date, mais pas forcément prendre la Théouda Tolé, hein, ça veut vraiment s'installer en Israël, ça veut pas, ça suit pas toujours la nationalité, ça on en a parlé plusieurs fois. Toute personne qui va venir s'installer en Israël après cette date va être dans l'obligation de déclarer l'ensemble de ses revenus mondiaux. On ne va toujours pas être imposé en dehors sur les revenus qui sont générés en dehors d'Israël, donc l'exemption fiscale reste en place, mais l'exonération de déclaration, celle-ci, disparaît. On va être dans l'obligation de rendre une déclaration fiscale annuelle tous les ans, même si l'intégralité de vos revenus sont générés en dehors d'Israël. Typiquement, un retraité ou une personne qui a des placements un peu partout avec des portefeuilles financiers, mais pas en Israël. Dans la loi actuelle, dans le contexte actuel, effectivement, il n'y a rien à déclarer pendant les 10 premières années de l'ALIA. Parfois, la banque va vous demander une attestation d'un expert comptable israélien pour s'assurer que les revenus sont bien exonérés en Israël, mais on va dire dans le cas pratique, les impôts n'ont pas aujourd'hui à recevoir d'informations de votre part. Le gouvernement israélien en avril 2024, s'est un petit peu plié aux consignes de l'OCDE et a fait passer une loi qui va maintenant abolir entre guillemets ce privilège qui était accordé aux Olim Hadashim, donc jusqu'au 31 décembre 2025. Donc toutes les personnes qui envisagent de faire leur alia, on va dire dans un avenir relativement proche, considérer de prendre la nationalité, de venir vous installer en Israël avant le 1er janvier 2026. C'est pas que ça va changer la donne d'un point de vue mathématique. On comprend que ce qui est généré en Israël aujourd'hui est déjà imposable en Israël. D'accord? La loi ne va pas changer. Vous n'allez pas avoir moins d'impôts ou plus d'impôts. Simplement, d'un point de vue vraiment technique et pratique tous les ans, vous allez devoir rendre une déclaration fiscale qui va donc être déposée auprès des autorités israéliennes tous les ans. Et ça, c'est un vrai changement majeur. Après, ça me permet juste de fermer un point sur ce que tu dis, Georges. Le gouvernement israélien se réserve tout de même le droit d'analyser, on va dire, la pratique de rémunération de la personne avant l'ALIA. Et on peut imaginer que lorsqu'ils vont commencer à recevoir des déclarations fiscales, alors je parle après, 1er janvier 2026, où on va voir des avis d'imposition français, où il va donc y avoir une partie de rémunération qui est restée en France et une partie de rémunération qui va basculer en Israël. C'est probable que le fisc israélien va essayer de tirer un petit peu la couverture vers lui et d'obtenir, entre guillemets, une imposition sur ses revenus. En tout cas, il va y avoir beaucoup de disputes sur le montant à facturer et c'est là toute l'importance d'avoir de la documentation fournie, des contrats béton armé et pas simplement des exemples que vous pouvez trouver sur Internet, et il y en a plein. Faites bien vérifier et valider chaque dossier par un fiscaliste parce que chaque cas est particulier. Chaque travail que vous allez réaliser n'est pas le même entre plusieurs sociétés et plusieurs personnes ne peuvent pas réaliser toujours le même travail. Donc, c'est très important déjà aujourd'hui. Ça le sera d'autant plus après le 1er janvier 2026 où là, on va avoir une transparence totale. On va vraiment ouvrir complètement ses comptes et ses livres au fisc israélien. Donc, très important, la documentation. Alors, oui, je vais juste préciser, oui, la rédaction du contrat est importante et il y a plein d'aspects hein, dans le contrat, notamment ce qui est un peu amusant, c'est les frais. Donc, moi, je récupère des contrats où on m'explique que le prestataire, on lui paye un billet d'avion
Paris-Tel Aviv une fois par mois. Je leur explique que déjà une fois par trimestre, l'administration elle a du mal, hein, donc faut regarder tous les éléments. Et l'intitulé, puisque il y a une question de Jérôme, l'intitulé généralement nous on va aller faire référence au contrat et à la date du contrat en expliquant que c'est la prestation du mois de tel mois. Par exemple, ça serait le mois de septembre 2024 au regard d'un contrat de telle période. Autre élément quand même très technique, c'est que nous, les contrats, on les modifie généralement une fois par an, tous les 12 ou allez, entre 12 et 18 mois parce que on veut pas, moi je souhaite pas que dans un contrôle fiscal français, l'administration puisse en 2024 me récupérer un contrat de 2020 ou de 2018. Donc la logique c'est que même si on fait très légèrement évoluer, on re-signe un nouveau contrat.